Et aujourd'hui, on va parler politique française après la nomination d'Elisabeth Borne au poste de première ministre. Une première, je vous le disais, depuis Edith Cresson. Et avec de lourds défis, ressouder une France fractionnée, divisée. On en parle avec vous, Jacques Lévy. Vous êtes géographe et vous publiez Géographie du politique chez Odile Jacob. Mais avant d'en parler avec vous, on va revenir sur le parcours d'Elisabeth Borne avec Louisa Abrit. Elle est là depuis le début. Dès 2017, elle grimpe déjà les marches de Matignon. 5 ans plus tard, Elisabeth Borne est la femme de consensus qu'a choisi Emmanuel Macron. Technocrate appréciée pour son habileté technique, marchera-t-elle dans les pas de son prédécesseur? Vous voulez faire quoi après? Je sais pas, je pense pas que ce soit un sujet qui passionne les Français. Si, bien sûr. Mais en tout cas, vous voulez faire vous voyez, quoi? on est sur Quel sera votre travail après? On est sur des sujets qui sont très importants. Quand on s'occupe effectivement de permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver un travail, quand on s'occupe de permettre à des jeunes d'arriver plus vite sur le marché du travail, je pense que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et pourtant, le sujet passionnait déjà les chaînes d'information. Diplômée de l'école polytechnique, elle débute sa vie professionnelle en tant qu'ingénieure, mais se tourne rapidement vers la politique et le Parti socialiste, aux côtés de Lionel Jospin dans les années 90, puis de Jack Lang. En 2014, sous le gouvernement Hollande, Ségolène Royal la nomme directrice de cabinet. Mais un an plus tard, elle fait ses valises et prend la direction de la RATP. Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, elle passera par 3 ministères différents. Les transports, la transition écologique en 2019 et le travail en 2020. Son CV coche donc de nombreuses cases, si ce n'est d'avoir été élue. Elle s'apprête seulement à faire son baptême électoral. Investie par LREM dans le Calvados pour les législatives, elle devra mener un double challenge. Gagner la confiance de ses électeurs, mais aussi celle de l'Assemblée nationale. Voilà, et dans l'opposition, on a déjà réagi et l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Pour Jean-Luc Mélenchon, Elisabeth Borne est l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale. Et pour Marine Le Pen, Macron poursuit sa politique de saccage social. Voilà, ce sont ces mots. On rejoint tout de suite Guillaume Villadier depuis l'Élysée. Guillaume, on était avec vous tout à l'heure. Vous nous aviez indiqué qu'Elisabeth Borne était rentrée dans le palais de l'Élysée. Le suspense n'a donc pas duré très longtemps. Ce n'est pas vraiment une surprise. Oui, alors, il aura quand même duré 3 semaines avant de savoir le nom de cette première ministre. Ensuite, effectivement, il y a 40 minutes approximativement, Elisabeth Borne était venue ici à l'Élysée, était arrivée à l'Élysée, laissant vraiment planer plus aucun doute, puisqu'on attendait juste la confirmation de sa nomination. Donc Elisabeth Borne, vous l'avez entendu, qui aura été ministre, qui est une fidèle d'Emmanuel Macron, puisqu'elle aura été ministre durant tout son quinquennat. Elle succède donc à Jean Castex, qui a déposé sa démission et celle de son gouvernement à 16h ici à l'Élysée. Jean Castex qui dit partir sans remords ni regret et qui annonce le début d'une nouvelle ère avec ce deuxième quinquennat Macron. Une nouvelle ère qui donc, dans un premier temps du moins, va devoir être incarnée par Elisabeth Borne, nouvelle première ministre de la France. Guillaume Villadier, est-ce qu'on sait déjà quand sera annoncé son nouveau gouvernement ? Ben non, Elisabeth Borne a bien été chargée de former un gouvernement. Alors on suppose que les discussions ont commencé bien en amont, mais vous savez, on a déjà attendu 3 semaines, donc on peut imaginer que ça prenne encore un petit peu de temps, pas avant demain soir, et peut-être même un peu plus tard dans la semaine. Merci Guillaume Villadier, en direct du Palais de l'Élysée avec nous. Et on revient avec vous, Jacques Lévy. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. D'abord, cette nomination d'Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle dit selon vous ? Jusqu'à présent, Emmanuel Macron nommait des ministres qui venaient de la gauche ou de la droite. Cette fois, il nomme une macroniste. On dit proche de la gauche quand même, puisqu'elle a travaillé notamment pour Ségolène Royal. Elle vient de la gauche, mais elle a passé 5 ans dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce que je veux dire par là, c'est que la dimension décomposition qui était très importante en 2017, qui était majeure, qui s'incarnait dans la personne d'Emmanuel Macron, mais en fait qui constitue une espèce de séisme attendu peut-être depuis longtemps, mais qui enfin se manifestait. Donc laisse la place à un processus qui est peut-être plus centré sur la recomposition. Vous voulez dire par là que ça y est, il peut s'appuyer peut-être déjà sur une fidèle, peut-être quelqu'un d'une vraie équipe politique ?
Emmanuel Macron a un électorat solide qui s'est plutôt On l'a vu lors du premier tour, renforcé. Et un électorat qui n'est pas là par hasard. Les 28% du premier tour font sens, d'autant plus que c'est une réélection, que beaucoup avaient considéré que c'était un accident de parcours, ne croyaient pas que le rapport gauche-droite puisse être bousculé durablement. C'est quand même plutôt ce à quoi on assiste, avec en fait pas seulement un découpage des forces institutionnelles, mais aussi d'autres enjeux majeurs que ceux qui avaient accompagné la longue domination d'un ou de l'autre parti, de gauche ou de droite. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans votre livre Géographie du politique. L'irruption d'Emmanuel Macron, justement dans le jeu politique français en 2017, n'est pas une anomalie, mais bien l'expression d'un paysage politique en profonde transformation et dont ce serait l'aboutissement en fait et qui aurait commencé en 1992 avec le référendum sur le traité de Maastricht. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Oui, cette carte m'a beaucoup surpris. Je sortais en fait d'un travail de recherche où j'avais vu beaucoup de cartes, mais pas du tout celle-là. Une carte, celle donc du vote sur le traité de Maastricht en 1992, qui montrait que l'essentiel des grandes villes, des centres des grandes villes, avaient massivement voté pour le oui. Et le reste du territoire plutôt pour le non. Et c'est la carte qu'on retrouve certes dans les référendums européens, enfin dans le suivant, mais aussi de plus en plus dans des votes nationaux. Et en 2017, puis encore en 2022, la carte du oui à Maastricht et la carte de Macron sont très proches. La présidentielle a révélé de grandes fractures politiques sur le territoire français. Un profil comme celui d'Elisabeth Borne est-il capable de ressouder justement cette France divisée ? Ça, c'est peut-être prématuré de répondre à cette question. En fait, la France politique, elle est fracturée depuis longtemps. Il y a des blocs tribuniciens qui sont soit clairement identifiés, soit au moins identifiés dans le moment électoral, c'est-à-dire qu'il faut leur donner des gages pour pouvoir être élus. Donc c'est toute l'histoire depuis la 4e République et même peut-être avant. Donc là, on a un système tribunicien à deux versants, celui issu de l'extrême gauche et celui issu de l'extrême droite, mais finalement une certaine constance. Et c'est ce système très dur qui est un peu la spécificité de la France par rapport à d'autres pays, donc qui peut-être aussi a expliqué la rudesse du changement à partir de 2017. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de Marine Le Pen. Oui, c'est ça. Édouard Depreux, puis ensuite Guy Mollet disait le Parti communiste n'est ni à gauche ni à droite, il est à l'est. Et si on regardait le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour en septembre, on aurait eu envie de dire la même chose. Ils étaient assez d'accord pour s'opposer à toute alliance de type occidental, avec une forte agressivité vis-à-vis des États-Unis, de la construction européenne, et une certaine sympathie. L'Ukraine a un peu changé la donne dans leur discours. Oui, en apparence en tout cas. Marine Le Pen a encore progressé dans les zones rurales et périurbaines durant cette présidentielle, et cela n'est sans doute pas terminé. Comment vous l'expliquez ? Vous le disiez tout à l'heure, au moment de Maastricht, il y avait eu justement cette France qui vote oui dans les grandes villes, et ailleurs plutôt non. Oui, alors si on regarde la carte du deuxième tour, il y a une certaine dissymétrie en ce sens que Emmanuel Macron fait d'excellents scores dans les grandes villes. Autour de 80%. Voilà, 85% dans Paris, intramuros, et il ne fait pas quand même un mauvais score ailleurs. Mais effectivement, dans les zones les moins urbanisées, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont des scores comparables. Parfois, Marine Le Pen a vraiment des résultats excellents. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le clivage géographique entre ce que nous appelons les gradients d'urbanité est devenu... Vous pouvez préciser ce que c'est ? Parce que ça, c'est une thèse que vous développez. En fait, plus on est dans un milieu urbain, c'est ça, c'est un gradient d'urbanité fort, plus on va voter pour une ouverture au monde. En revanche, moins on est dans l'urbanité, plus on va se refermer. Si je schématise. Oui. C'est en gros ce qu'on observe. Alors,
comment appeler cela? Donc vous avez utilisé le mot ouverture. Effectivement, c'est la tentation qu'on peut avoir pour résumer de façon simple. C'est peut-être plus compliqué que ça. C'est aussi des personnes qui ont moins confiance, qui sont plus pessimistes, qui pensent qu'on les oblige à changer alors qu'ils voudraient garder leur identité. Hein. Donc il y a plusieurs facettes. Mais en tout cas, ce clivage apparaît comme le plus important, encore plus important que les clivages socio-professionnels, hein, si on regarde les chiffres, et évidemment beaucoup plus important que les tranches d'âge. Donc il doit bien se passer quelque chose, d'autant plus que ce n'est pas seulement en France, c'est partout en Europe et même partout en Occident. Hein. Si on regarde la carte... vu avec Donald Trump, voilà, on le voit ailleurs en Europe. La carte des États-Unis voilà, nous dit la même chose. Nos idées politiques, est-ce qu'elles sont influencées justement selon qu'on habite en ville ou à la campagne? Alors c'est ça aussi la caractéristique de ce clivage géographique, c'est qu'il n'est pas seulement une cause, il est aussi une conséquence, puisque en fait vous ne choisissez pas votre tranche d'âge. En revanche, vous choisissez en partie là où vous résidez, hein, puisque finalement le clivage géographique, c'est le clivage des lieux de résidence. Or aujourd'hui, et ça c'est un changement par rapport à tout ce qui avait existé les dernières décennies et surtout les derniers siècles, même si c'est sous contrainte, on choisit en partie l'endroit où on habitait. En partie, oui. Et les gens qui choisissent les localités moins urbaines, ça veut dire moins d'espace public, moins de frottement avec des gens différents de soi, moins de transport public. Et donc, il semble bien que c'est un choix important, hein, qui parfois coûte cher. C'est pas complètement... Ce sont des choix par défaut, il faut bien le dire aussi, hein, clairement. Dans certains cas, oui. Mais si vous voulez, entre être locataire dans un HLM en banlieue et être propriétaire d'un pavillon, toute chose égale par ailleurs, il y a quand même une part de choix. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve le choix politique, qui est un choix important, en écho au choix d'habiter, qui est aussi... un choix important. Merci Jacques Lévy d'avoir été avec nous. Géographie du politique, c'est donc publié aux éditions Odile Jacob. Merci pour cet éclairage et cette analyse de géographie du politique.